Le rap est devenu mainstream. Il y a du rap et des rappeurs absolument partout, dans nos feeds, dans les médias digitaux, au cœur de YouTube, en collab avec vos youtubeurs préférés. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Lecerf, un homme de l'ombre et une des personnalités les plus influentes du rap français. Avec Florian, on passe au crible les stratégies de communication de tes rappeurs préférés. On fait le point sur l'impact des trends TikTok et des plateformes de streaming sur la production musicale. On parle aussi d'influence marketing et de collab de marque et le rapprochement entre le monde des créateurs de contenu et celui des rappeurs. Les amis, cet épisode est un véritable banger, vous allez vous régaler. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format, puisque j'ai le plaisir d'accueillir deux invités derrière les micros de Supernatif, deux experts de l'industrie musicale et plus spécifiquement du rap business. Voilà, le premier. Eh bien, il compte parmi les personnalités les plus influentes du rap français. Je ne l'ai pas inventé, j'ai trouvé ça en ligne. Un homme de l'ombre pour qui l'industrie musicale n'a plus de secret. Il est passé par le média Bouscapé. Il anime le podcast Rap Boss et du haut de ses 30 piges, il est aujourd'hui à la tête de 135 Médias, une agence spécialisée dans l'industrie musicale. Bonjour Florian Lecerf, je suis très heureux de t'accueillir. Merci de m'inviter, c'est très cool, j'écoute le podcast donc ça fait plaisir de participer cette fois-ci. Merci, je suis très flatté et tu n'es pas venu seul puisque tu es accompagné de ton propre expert en réseaux sociaux, son job, conseiller les labels et les artistes dans leur stratégie marketing et leur plan de communication. Bonjour Milan Haké, comment ça va ? Ça va super et merci pour la présentation, je pourrais enfin expliquer mon job à ma mère. Voilà, les gars, ça me fait très plaisir de vous accueillir, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu de Paris pour nous rejoindre dans ces locaux chez Supernatif. Lyon, voilà, on connaît un petit peu, on en a parlé un peu en off, pas tant que ça. Je suis venu 2 fois, une fois pour H22 avec qui j'ai travaillé, enfin avec qui je travaille, et une fois pour Menace Santana. Donc je suis venu que pour le rap, Okay. Je suis venu faire les allers-retours, donc je connais pas tant que ça. Mais à chaque fois, je découvre un peu plus. La prochaine fois, il faut que tu viennes pour manger, parce qu'on mange très bien à Lyon. J'ai fait un tacos une fois à Lyon. Qui était très bon. C'est une spécialité locale. Milan, toi, non ? Moi, c'est la toute première fois que je viens à Lyon. Ok. J'étais jamais venu, du coup, je découvre. Ok, ça, Mais pour on est proche l'instant... de la gare, donc j'ai pas vu grand-chose. Ah ouais, c'est ça. Pour l'instant, le feeling, tu sais pas encore trop, t'attends de voir. Bon, en tout cas, on est très content que vous soyez là. Voilà, pendant longtemps, le sujet du rap en France, il a été un peu snobé. Il a peut-être même été craint, le sujet du rap, et aujourd'hui, c'est devenu mainstream. Voilà. Il y en a même qui disent que le rap, c'est devenu la pop culture, c'est devenu de la pop, quoi, comme les autres. Et à ce titre, il y a question de rap à peu près partout. Voilà. Quand on est dans nos feeds, on entend du rap. Quand on est sur des médias digitaux, Combini, Brut, etc. On voit des rappeurs. C'est au cœur de tous les contenus, c'est au cœur des contenus YouTube. Les créateurs de contenu, ils produisent maintenant des feats avec des rappeurs. Il y a du rap partout. Et donc forcément, il y a beaucoup de choses dont je souhaite parler avec vous aujourd'hui. J'aimerais profiter d'avoir deux experts de l'industrie musicale rap en France pour comprendre la stratégie de communication des artistes rap. Parler de l'impact des trends sur la production musicale. Pareil qu'il y a des choses qui ont changé. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comprendre comment l'industrie elle a évolué face aux plateformes de streaming. J'aimerais aussi qu'on discute d'influence marketing, de collab de marque. Et s'il nous reste du temps, j'ai très envie qu'on échange sur le rapprochement entre les créateurs de contenu et les rappeurs. Il y a des choses qui m'intriguent et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous va comme programme ? C'est un super programme. On a beaucoup de choses à dire. On a des trucs à se dire. Bon, c'est cool. Avant de plonger, je me tourne vers toi, Florian. Je voulais te féliciter pour ton podcast que j'écoute beaucoup. Mon associé Rémi aussi écoute. On adore. Rap Boss, voilà. Si vous ne connaissez pas, allez écouter ce podcast dans lequel tu reçois des professionnels de l'industrie, c'est ça ? Exactement, des boss de label, des managers, des éditeurs. Donc vraiment, les gens qui font l'industrie musicale, je les reçois. C'est un peu comme ton podcast. On parle 1 heure avec eux. 1h30 parfois quand il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et on a lancé ça il y a 18 mois, on a fait 15 épisodes. Et là, on vient de sortir un livre qui reprend les épisodes avec des explications sur le business. Donc pour les gens qui veulent découvrir le business de la musique, c'est un livre où tu retrouves à la fois les portraits plus storytellés, avec des explications pour que ça soit plus accessible au public, et en plus des explications sur les types de contrats, le management, les contrats d'artistes, la licence. Donc vous voyez, là, non seulement on va parler rap, mais on va parler surtout business. Mais comment sera plutôt business. Et je le disais en intro, tu es donc le patron d'une agence qui s'appelle 135 Médias. Et si j'ai bien compris, c'est un format relativement nouveau dans l'industrie. C'est pas un label, c'est une agence. Alors tu peux nous expliquer exactement ce que vous faites ?
Alors, dans notre agence, on a deux parties. On a une partie business affaires, qui est plutôt ma partie, avec mes collègues dessus. C'est qu'en gros, on accompagne les artistes dans leur signature avec des partenaires. Donc, tu es un artiste, tu as du buzz, tu as envie de signer en maison de disque, tu as besoin de quelqu'un qui va faire l'intermédiaire et qui va défendre tes intérêts, c'est ce qu'on fait. Et on défend les intérêts d'une 50aine d'artistes. Et à côté, on a une autre partie qui s'appelle le label services. En gros, on propose des services, que peuvent d'ailleurs proposer un label, qui peuvent être sur la communication, sur la gestion de projet, sur le marketing et sur l'administratif. Et on a commencé avec business affaires et communication, parce que c'est Milan qui a lancé la communication chez nous et qui est là depuis le début de la création de l'agence. Et donc toi, Milan, c'est là que tu interviens sur la partie services. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous faites un peu ce que nous, chez Supernatif, on fait. Nous, on le fait pour des marques, vous le faites pour des artistes et des labels, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, sur ma partie, c'est vraiment prise en main des réseaux sociaux des artistes. En tout cas, quand il y a des besoins là-dessus. Mais en tout cas, en général, c'est ça, prise en main des réseaux sociaux des artistes. Donc, réseaux qu'on connaît, hein, TikTok, Instagram, Twitter, globalement YouTube aussi qu'on gère un peu comme un réseau social. Ça, c'est un thème qui peut être intéressant d'ailleurs. Et du coup aussi faire du conseil en communication, on va dire, c'est-à-dire sur les différentes activations dont il peut y avoir besoin autour de la sortie d'un projet, l'annonce d'un concert, etc. C'est vraiment trouver des idées pour événementialiser. Parce que je pense que c'est ça le vrai terme, c'est comment événementialiser les temps forts autour d'un projet ou autour d'un artiste. Donc c'est vraiment ça ce que je fais au quotidien. Alors moi, je vais commencer à mettre tout de suite les pieds dans le plat. Est-ce qu'un artiste, c'est une marque finalement? Parce que je vois qu'on a les mêmes outils, on a les mêmes réflexes. Est-ce qu'un artiste, c'est une marque? De mon point de vue, oui. Et nous, ce qu'on disait plutôt, c'est qu'un artiste, c'est son propre média, entre guillemets. Mais en réalité, c'est une marque. Et c'est le travail notamment que fait Milan au quotidien. C'est que du coup, dans une marque, il faut que tu arrives à faire parler de la marque, mais aussi que tu arrives à garder une cohérence. Et je pense que c'est ça le truc le plus difficile à faire avec les artistes. C'est d'une part les faire connaître, puisque là où tu as utilisé le bon mot, c'est l'événementialisation. On est pour se rendre compte un peu, parce que c'est pas forcément pour le public qui n'écoute pas forcément de rap, qui va plutôt voir les gros rappeurs. Il faut se dire que dans le rap, chaque semaine, on va avoir à peu près 10 albums qui sortent et 25-30 singles. C'est énorme. Et ça, c'est que des artistes, pas underground, hein, c'est des artistes identifiés, c'est des artistes où il y a un minimum d'auditeurs, etc. Donc du coup, pour exister à travers autant de personnes, à travers autant de propositions, c'est nécessaire de faire de l'événementialisation. Et effectivement, quand tu essaies de mettre en avant un projet, c'est comme si quand tu mets en avant une marque. En fait, je pense que vous faites exactement le même métier. C'est juste qu'effectivement, nous, c'est des artistes, ils sortent pas de produits, ils sortent des musiques, mais à la fin, c'est la même chose. C'est ça. Et en vrai, pour aller chercher le public, la musique, elle se réfléchit quasiment en produit. Ça, la musique se réfléchit quasiment comme un produit, c'est-à-dire on essaye de, comme vous sur certains produits, je connais pas toutes les marques sur lesquelles vous travaillez, mais je pense que j'imagine que comme vous sur certains produits, il y a le truc de se dire, on doit aller vendre, entre guillemets, vendre quelque chose à quelqu'un sans qu'il ait consommé le produit, sans qu'il sache à quoi ça ressemble, etc. C'est la même chose pour la musique que nous, on essaie de pousser. Avant la sortie d'un album, le public ne l'a pas encore entendu, il ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, et notre travail, c'est de faire en sorte de créer de l'attention, de créer une attente autour de ça, et de faire en sorte qu'on ait envie de le consommer au moment où ça sort, sans même savoir ce que ça va être exactement. Bon, il y a la logique des singles qui existe depuis la nuit des temps, de se dire, ok, j'ai un premier single, un deuxième single, un troisième single, pour donner envie aux gens de l'écouter, mais c'est aussi créer autour, donc c'est plus facile que vendre un produit, pour le coup, parce qu'il y a un échantillon, qui est le single, mais c'est aussi autour de single comment on fait pour monter l'attente, parce que comme le dit Flo, le single ça pouvait se suivre à lui-même peut-être avant, parce qu'il n'y avait pas autant de sorties qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors 3 singles, mais t'es pas la seule personne à sortir 3 singles, donc comment on fait autour de différentes activations pour événementialiser et vendre la musique un peu comme un produit. Donc il y a vendre de la musique, et puis il y a aussi un autre enjeu quand même quand on est artiste, c'est à un moment donné peut-être de signer quelque part, d'aller gagner le droit à être accompagné par une maison de disques, un label, etc., par des professionnels dont c'est le job. Et là aussi, j'imagine que la communication qui est faite sur un artiste en émergence, en émergence, a une importance. Quelle est l'importance aujourd'hui d'avoir une base de following pour percer quand on est artiste? En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la musique, les contrats ont beaucoup changé. Les contrats, à l'origine, c'était tu signes en maison disque, la maison disque est ton producteur, donc c'est la maison disque qui finançait ta musique quand on était propriétaire et qui te concédait un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc c'est la maison disque qui prenait le risque, qui formait ta musique et qui permettait après qu'elle sorte. Maintenant, ce qui a changé, c'est que les maisons disques font pour 80% des cas dans le rap des contrats de distribution. Dans un contrat de distribution, la musique se contente de prendre le projet fini, donc l'album, de le diffuser sur les plateformes, et ils te donnent une avance sur tes redevances. Donc en gros, ils te disent, ton album va générer 100 000 €, moi je vais avoir 30%, parce que je ne suis que distributeur, je n'ai que 30%, là où avant ils avaient 85%. Et donc du coup, comme je pense qu'il va générer 100 000 €, je te donne 70 000 €, et avec ces 70 000 €, tu vas pouvoir développer ta musique, et tu vas pouvoir
faire en sorte qu'elle explose. Moi, je ne ferai que la distribution, je m'arrêterai à cette partie-là. Et donc du coup, maintenant, comme tu vas plus ou moins distribuer un produit fini, quand tu rencontres un artiste en développement, il faut que tu aies confiance en sa propre capacité à devenir un produit fini. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas toi qui vas aller en studio avec lui, c'est pas toi qui vas aller chercher ses clippers, c'est pas toi qui va faire tout ça. Il pourra peut-être passer par des agences, c'est ce qu'on fait par exemple pour certains des artistes avec qui on travaille, mais globalement, quand tu signes quelqu'un, tu signes un entrepreneur en vrai, tu signes un artiste capable de tout faire lui-même. Et donc du coup, tu vas regarder déjà s'il y a un début de succès, parce qu'en réalité, s'il n'a pas de succès au début, t'as beau lui donner de l'argent, ça changera pas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il y ait déjà un début de succès, et pour qu'il y ait un début de succès, il faut qu'il ait été bon en communication en général. Donc en gros, ce qui est beaucoup plus dur qu'avant. Avant, pour être un artiste, pour signer, il suffisait d'avoir fait des maquettes pas mal, tu chantes bien, t'écris bien, tu t'es même pas obligé que ce soit très bien enregistré parce que tu les as même pas sortis, tu les fais écouter à un DA qui dit ok, moi j'y crois, je vais faire passer un step, je vais faire de toi un vrai artiste et je vais mettre tout l'argent nécessaire pour le faire. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est on n'achète pas un prototype, on achète un minimum viable product. C'est exactement, ça qu'on dit en marketing. exactement. Ouais. Il faut que tu aies fait ton POC, tu vois, et il faut que tu aies déjà commencé à amorcer la pompe, il faut que tu aies déjà commencé à créer une communauté et la personne va miser sur le fait que ta communauté va grossir et va te faire une avance, va te signer pour ça. Mais en tout cas, ça sera à toi de délivrer le travail. Et c'est ça la difficulté, c'est que tu dois arriver avec une équipe, tu dois savoir gérer tes réseaux sociaux. Tu peux plus être l'artiste, comme tu vois, des fois c'est marrant quand tu vas voir des vieux artistes, tu regardes leur Instagram, tu vois que c'est géré par quelqu'un d'autre. Et ça se voit à 10 km. Limite, ils parlent de l'artiste à la troisième personne, tellement ils veulent pas montrer que c'est l'artiste qui le fait. Et ça, c'était avant. Maintenant, l'artiste a vraiment besoin de se suffire à lui-même. Et la maison de disque va plus être qu'un accélérateur. Et donc, il faut qu'elle accélère un projet qui avance déjà. Donc, ça donne beaucoup plus de responsabilité à l'artiste en développement. Donc aujourd'hui, derrière les artistes, un artiste en émergence, il y a un entrepreneur en fait. Il y a même une équipe, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. Je sais qu'il y a des labels comme Believe, par exemple, j'ai découvert ça dans ton podcast, qui sont vraiment créés avec une lecture très technologique, très techno, très orientée vers la data. Ils analysent, ils calculent beaucoup de trucs, justement, peut-être avant de faire des choix d'artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, en analysant des KPI social media, je peux avoir une idée du succès futur d'un artiste? C'est quand même assez compliqué. En fait, le problème entre guillemets, le problème des industries culturelles, de tout ce qu'on vend, c'est-à-dire que ce soit le cinéma, la musique, etc., pour revenir un peu à cette logique de produit, on peut pas toujours se projeter sur tout, dans le sens où, encore une fois, on sait pas quelle sera la réaction du public au moment là où le produit va sortir, quand la musique va être écoutée. Et on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que les artistes qui arrivent vraiment à marcher, c'est plus tellement sur des gros démarrages, mais plutôt c'est consommer sur le long terme. Et moi, en tout cas, ma lecture de ça, c'est que quand tu es consommé sur le long terme, c'est que les gens ont vraiment accroché à ta musique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire des projections, se dire que de la manière dont c'est en train de démarrer actuellement, la base fan qui est active, et par rapport à ce que j'ai pu entendre, je me projette et je me dis que possiblement ça peut marcher comme ça. Mais en fait, c'est des projections qui sont... On peut pas dire que c'est des projections qui peuvent être exactes. Ça repose sur beaucoup trop d'inconnus. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on écoute les albums en avance. Tous les gens qui travaillent dans le milieu, sur les artistes sur lesquels ils bossent, ils écoutent les albums en avance. Ils sont incapables de dire ça va marcher tant, ça va aller jusque là. Même sur de très gros artistes. Tout ce qu'on peut faire, c'est des projections, mais sont très, très... C'est trop sujet à de l'impalpable, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc, effectivement, il y a des minimums qu'on peut plus ou moins prévoir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand tu sors un titre, ça fait tant de streams, en général, parce que tu as tant de followers, parce que tu as réussi à créer cette base fan active, etc., etc. Mais on ne sait pas... en fait, on ne peut pas se projeter sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. On peut essayer, on peut prévoir on espère que ta musique ira à tel niveau, mais... se projeter et dire ça va faire tant, on en est assuré parce qu'on a lu les métriques et tout, c'est pas possible en vrai. Okay. C'est super compliqué et comme dit Milan, c'est effectivement c'est très aléatoire la musique parce que ça dépend du succès d'un morceau, les gens vont accrocher ou pas accrocher. Et pour répondre à ta question effectivement, comme tu dis, Believe sont très bons sur le fait de regarder tes stats pour les analyser. Ils vont plutôt regarder tes stats en streaming parce que la réalité c'est que tes stats en réseaux sociaux c'est un indicateur de l'engagement de ta fanbase, mais tu peux être un artiste pas forcément engagé, genre le genre d'artiste qu'à l'époque on écoutait à la radio sans vraiment savoir qui c'est, et générer beaucoup plus de streams et donc beaucoup plus d'argent qu'un artiste engagé. Et à l'inverse, on a observé ces dernières années qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on qualifie pas mal de New Wave, donc cette nouvelle génération d'artistes qui se fait assez discret sur les réseaux et qui ont des communautés très très fortes, très très fans, et qui font des taux d'engagement énormes, mais qui en fait ont des plafonds de verre très bas. Donc en gros, ils ont un engagement, ils vont avoir 2000 personnes qui les écoutent, mais limite 2000 personnes qui vont liker leur contenu, alors qu'en général, tu as peut-être 10% des gens qui vont liker tes contenus. Donc du coup, quand tu regardes ça, tu dis, attends, s'il y a 2000 personnes qui écoutent et 2000 personnes qui likent,
C'est-à-dire que le jour où il aura 1 million, ça va avoir des conséquences énormes. Mais en réalité, c'est que une fois que tu atteins les 100 000 auditeurs, ça s'arrête là parce qu'en fait, ça parle pas à d'autres personnes. Donc, tu as des communautés très engagées, mais peu nombreuses. Ok. En fait, rapidement, ce type d'artistes ils peuvent rapidement atteindre leur plein potentiel. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est difficile de se projeter parce que on a certains artistes, comme il le dit Flo, on a certains artistes sur lesquels on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On a des artistes qui peuvent rapidement atteindre leur plein potentiel, mais ils les atteignent très vite. Et du coup, si on se projette trop, on peut foncer dans le mur. Et du coup, en fait, le problème, qui n'est pas vraiment un problème, mais en tout cas, la manière dont la musique est organisée aujourd'hui, il y a trop de profils différents. Et du coup, c'est pour ça que c'est très difficile de se projeter. Il y a des choses qui vont très vite. Il y a beaucoup d'artistes où ça allait déjà vite et ça allait encore plus vite que ce qui était attendu pour aller par les labels. Je vais vous donner des exemples, je pense, comme un Werenoi, où lui, en 2 ans, je pense que c'est à peu près 2 ans, où il attend le platine, où il commence sa carrière, 2 ans plus tard, il atteint déjà le platine. Je pense qu'il y avait des grosses attentes sur Werenoi, parce que dès le début, il y avait de très gros chiffres, mais c'est des attentes... C'est pas logique d'attendre un platine au bout de 2 ans sur un artiste. Et c'est je pense que c'est un succès qui a même surpris les gens qui bossent dessus. À l'inverse, il y a d'autres artistes où on pouvait se dire, au vu de l'engagement actuel, au vu de ce qui se passe en 2020, en 2024, ils seront déjà au platine, au double platine, au triple platine. C'est pas forcément arrivé. Ouais, donc c'est pas une science exacte. Hein. Ouais, Vraiment pas. Et l'exemple de Werenoi est d'autant plus impressionnant parce que c'est un artiste qui est arrivé un peu du jour au lendemain et qui là a été le mec qui a vendu le plus d'albums l'année dernière, tous genres musicaux confondus, et qui est parti pour faire la même chose cette année. Donc c'est quelqu'un qui en 2 ans, on va dire 3 ans de carrière, il fait 2 années de suite le plus gros vendeur de la musique en France. Donc c'est impressionnant ce qui arrive sur lui. Je suis tombé sur une étude, Your Music Marketing, qui explique que 15% du montant total d'un projet musical, il était investi dans le marketing digital. Le chiffre me semble important. Hein. Et on comprend bien que du coup, le développement d'un artiste, il passe par sa mise en image, qu'il y a vraiment un truc qui se joue à cet endroit-là. C'est qui gère ces investissements marketing? Qui c'est qui met les sous, en fait? Dans un contrat de distribution, c'est l'artiste, c'est le producteur. Donc l'artiste, qui peut être son propre producteur ou ça peut être quelqu'un de son équipe, d'accord, qui est censé avoir les clés du portefeuille. Donc c'est lui qui est censé investir. Alors la maison de disque fait une avance sur ses futurs revenus. Et cette avance-là, il peut s'en servir d'une partie pour faire du marketing. Et après, la personne qui va faire le marketing, ça peut être soit sa maison de disque qui accepte de le faire avec son argent, c'est de l'argent qu'elle lui avance mais que lui va devoir rembourser avec ses revenus, donc elle peut accepter de le faire, c'est ce qui se fait dans ce qu'on appelle les distributions améliorées, ou alors il passe par des sociétés externes, nous par exemple on le fait, Your Music Marketing dont tu parlais, c'est une société qui fait ça aussi, donc en gros il y a plein de personnes externes qui font de l'investissement marketing. Après il faut savoir que l'investissement marketing dans la musique, comparé à d'autres industries, il est très light, en termes de montant et en termes de difficulté, c'est-à-dire qu'en gros c'est des sponsors YouTube, c'est des sponsors Insta. Il y a très rarement de la conversion vers du Shopify, vers de l'achat produit. Donc en réalité, le niveau de marketing digital dans la musique versus par exemple l'e-commerce, il est incomparable. C'est beaucoup plus basique. J'imagine. Par contre, il y a un vrai sujet, puisque vous avez dit que c'était des marques, de branding. Ouais. Je dois travailler ma noto. Voilà, la notoriété d'un artiste. J'imagine qu'elle se bosse parce que tu l'as dit, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Donc comment être top of mind? Comment émerger là au milieu d'une proposition aussi forte? Et moi, ce que je vais appeler marketing, c'est là où il y a des investissements financiers en face pour investir dans des campagnes publicitaires, etc. Et en vrai, dans le rap, comme tu as une visibilité naturelle en tant qu'artiste et que tu as un potentiel de viralité énorme, ça va plutôt être des idées donc côté communication. Et typiquement, Milan peut expliquer un peu comment font les artistes, parce que c'est toi que tu fais pour les artistes. Mais en gros, c'est ça, c'est pousser des idées. En vrai, pour le branding d'un artiste, aujourd'hui, ça va passer par la création d'un personnage. Et quand je dis la création d'un personnage, c'est pas forcément comme on peut l'imaginer, quelque chose de créé de toutes pièces et tout. Souvent, c'est en vrai, on va prendre... Enfin, c'est pas aussi schématique, mais en tout cas, on va prendre ce que tu as l'habitude de dire dans ta musique, ce qu'on peut percevoir de toi par rapport à la manière dont tu fais ta musique, et on va essayer de la coller le plus à ce que tu rejettes sur les réseaux sociaux, ou peut-être pas forcément même la coller, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les gens soient transportés un peu dans une histoire en vrai. On parle beaucoup de storytelling, etc., mais c'est vrai, c'est ça. C'est suivre. Il y a une histoire que je suis en train de suivre. J'écoute quelqu'un, il est en train de me raconter sa vie, ou pas sa vie, on s'en fiche en vrai, mais il est en train de me raconter quelque chose. Si je le perçois aussi sur les réseaux sociaux, je le perçois dans les clips, il me transporte. Je suis en train de vivre quelque chose. Et c'est cette manière-là de faire du branding qui marche vraiment sur les artistes. Et c'est pour ça que je dis vrai ou pas, parce que je peux donner des exemples comme d'un artiste qui s'appelle Laylo, qui, lui, il sort souvent des albums qui sont très narrés. C'est complètement assumé que c'est de la fiction.
C'est même science-fiction sur certains albums. Et du coup, de la manière dont il va sortir ses albums, la manière dont il va réaliser ses albums, ben, il va faire vivre son personnage sur les réseaux sociaux de la même manière. Et quand il va faire des scènes, les scènes seront à l'image de ce qu'il fait dans sa musique. Et du coup, le branding passe vraiment par cette cohérence dont parlait Flo au début. C'est comment on fait en sorte pour que le branding d'un artiste soit réussi, comment on fait en sorte pour que demain, tu sors un projet, ce projet raconte ça, puis ça raconte pas toujours quelque chose, mais en tout cas, c'est le personnage qu'on voit de toi, il est comme ça dans le projet. Quand tu fais des actions sur les réseaux sociaux, quand tu sors des vidéos, quand tu sors des clips, ça ressemble encore à ce que j'ai écouté dans le projet. Et demain, quand je te vois sur scène, c'est toujours la même chose. C'est extrêmement dur d'avoir cette cohérence. En général, la tenir, c'est très dur parce qu'il faut toujours, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour toujours rappeler que non, pour qu'on soit cohérent, il faut qu'on continue à faire comme ça. C'est très dur parce que les idées évoluent tout le temps. Tout le temps, les équipes sont souvent très nombreuses. C'est rare d'avoir des petites équipes. Les équipes sont souvent très nombreuses. Donc, beaucoup de gens viennent donner leur avis. Et du coup, ça change un peu, des fois, la direction. Et du coup, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour faire en sorte qu'on revienne à la base de OK, le personnage, c'est comme ça. Donc, le branding, pour qu'il soit bon, doit être cohérent entre toutes tes activations, autant sur les réseaux sociaux qu'en réel que dans ta musique. Et du coup, par contre, il y a une vraie difficulté de pouvoir le garder. Ouais, je suis tombé sur une expression qui visiblement est un peu péjorative. On parle, pour certains artistes, d'industry plant. Ouais. Voilà, donc en gros, des artistes qui émergent trop vite. Et surtout avec un storytelling, comme tu dis, qui est peut-être trop bossé, quoi. Hein. Bref, c'est pas authentique. Et c'est vrai que côté public, moi je suis côté public, on est toujours un peu emmerdé quand on écoute un artiste. Bien sûr, je comprends ce que tu dis sur le storytelling. Tu vois, quand on écoute SCH, on voit bien le storytelling qui est derrière. Par contre, si je le croise dans la rue et que c'est un bisounours, c'est bizarre. Je me dis, il y a un truc, on a essayé de m'enfler quelque part. On a fait la proposition value initiale sur ce produit artistique était fallacieuse. En gros, on aime quand ça sent l'organique. Est-ce qu'il y a encore un sujet d'authenticité aujourd'hui dans le développement des artistes rap où ça y est, maintenant on est complètement, on a passé un autre cap qui est celui de dire non, la street cred c'est plus un sujet. Maintenant, ce qui compte, c'est que tu as un vrai gros branding artistique et il peut être évolutif et il peut être. En fait, je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le public du rap aujourd'hui, comme tu le disais au début, le rap c'est devenu la nouvelle pop. C'est-à-dire que le rap c'est une musique qui est écoutée par tout type de personnes. Donc aujourd'hui, en fait, l'authenticité et la crédibilité, c'est pas des choses qui sont mortes, mais on ne les accole pas aux mêmes choses. En fait, comme tu viens de le dire, tu prends l'exemple des CH, c'est intéressant parce que avant, on voulait que ce que tu racontes dans ta musique, tu l'as vraiment fait. Si tu l'as pas fait et que je me rends compte que tu l'as pas fait, il y a quelque chose qui tombe. Là, je crois plus en toi, j'ai peut-être même plus envie de t'écouter. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette chose-là peut toujours exister, mais c'est plus qu'une question de street. C'est juste une question de est-ce que tu ressembles à ton personnage ? Est-ce que tu ressembles à ce que tu racontes dans ta musique ? Est-ce que tu ressembles à tes communications ? Est-ce que tu ressembles à ce que je vois de toi sur les réseaux sociaux ? Et en fait, je pense qu'il y a toujours cet effet sur le public. Je veux toujours que tu sois la personne que je fantasme. Mais j'ai pas besoin que ce soit par rapport à des histoires de drogue ou de vol ou d'armes. Par contre, je veux toujours que demain, l'idée que je me fais de tel artiste que j'écoute, si, comme tu le dis, si je le croise dans la rue et que c'est pas la même personne, ça va m'affecter, ça c'est sûr et certain. Ou s'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo de lui qui fuite, il passe son temps à pas sourire, et sur une vidéo je le vois sourire, forcément ça va affecter l'image que j'ai de lui. Donc oui, je pense que, en tout cas c'est mon avis, mais je pense qu'il y a toujours une question de crédibilité, mais elle n'est plus que street. Aujourd'hui, elle prend différentes formes. C'est la cohérence d'une direction artistique. Exactement. Gros, hein, c'est exactement. Ce qu'on attend, c'est la cohérence. On veut de l'authenticité, effectivement, et de la cohérence. Et par exemple, pour un exemple concret, si tu es un artiste qui parle beaucoup de relations amoureuses dans tes morceaux et qu'on se rend compte que tu es marié parce qu'il y a une photo qui fuite, typiquement, là, tu peux perdre beaucoup de public. C'est ce côté-là. C'est qu'on veut des gens authentiques. Maintenant, le rap est devenu tellement divers. C'est vrai qu'en 2010, le rap était assez street de manière globale, donc on voulait de la street cred parce que tout le monde devait être street, et même ceux qui ne l'étaient pas, allaient essayer de ramener un truc de ouais, peut-être que moi je suis pas une Kaira, mais mes potes c'est des Kaira. Fallait s'encanailler. Exactement. Que ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des rappeurs qui sont pas du tout là-dedans, mais on veut que tu sois cohérent avec ton image. Orelsan, qui a une image de quelqu'un d'assez simple, si demain on le vend une Ferrari, ça peut casser beaucoup son image. Parce qu'il a un côté critique du capitalisme. Donc on a un truc où, pour le coup, et c'est pas le cas de toutes les stars, des stars où on fait la différence entre, tu vois, une star de cinéma, on s'en fout un peu de aller quoi dans son privé. Mais là, dans la musique, il y a vraiment ce truc de, on s'attend à ce que tu dis est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a ce sujet d'industrie plante. Après, industrie plante, c'est un peu marrant parce que... C'est un autre sujet, je trouve. Ouais, c'est un peu un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet dans le sens où, en gros,
Déjà, industrie plante, il faut savoir que c'est un mot qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Et pour moi, les réseaux sociaux, tous les 6 mois, un peu un nouveau mot qu'ils apprennent dans le rap. Enfin, le public rap est un public qui est très engagé et engagé au point de s'intéresser à l'industrie. De manière très superficielle, c'est mais vrai en tout que cas, il est engagé au point de s'intéresser. Ouais. C'est vrai que c'est Comme très... le mercato dans le foot. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est très étonnant. Et en fait, ils sont tous à la tête d'un label, quoi. Comme il y a autant de sélectionneurs en C'est France. ça, c'est vrai. Exactement. Ouais. Et du coup, pour nous, c'est entre guillemets bien parce que ça montre que le public est vraiment intéressé par ça. Parce qu'au point de pouvoir s'intéresser à l'industrie, c'est pas quelque chose de très glamour en vrai à la base d'une industrie. Mais en tout cas, dans le rap, c'est devenu quelque chose d'intéressant. Et du coup, tous les 6 mois, tous les 8 mois, tous les ans, il y a un nouveau mot. Un nouveau mot qu'on vient d'apprendre, un peu comme les enfants. Il y a un nouveau mot qu'on vient d'apprendre et on va le sortir un peu à toutes les sauces. Et du coup, le terme d'industrie plante, c'est un truc qui est très à la mode. Autant, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est autant en France qu'aux États-Unis. C'est un mot que voilà, le public a globalement appris là, il y a peu, parce que c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais c'est un truc que le public a appris récemment. Et du coup, c'est un mot qui est un peu sorti à toutes les sauces. Et du coup, dès qu'ils ont l'impression d'un peu voir les ficelles, ils disent « Ah, c'est l'industrie plante. Ah, il y a et il y a toujours ce fantasme dans la musique de truc de se dire qu'il y a des espèces de grands décideurs. Il y a 10 personnes que s'ils se mettent autour d'un projet, demain le projet il va exploser et tout. On aimerait bien. Ouais. On aimerait bien avoir ce pouvoir-là. C'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça l'est de moins en moins. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la crédibilité. Aujourd'hui, on peut pas créer un artiste de toute pièce parce que le public a besoin. En fait, le public a besoin de voir le from the scratch, le truc de il est parti de là, il a évolué et puis il est arrivé ici. S'il a pas l'impression de voir cette continuité, même si c'est de manière courte. Mais si le public n'a pas l'impression de voir ça, ça va avoir du mal à prendre. Ouais, bah là, tu parles de temps. Et on dit souvent qu'il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps, en fait, de développer un artiste. Hein. Il y a, comme tu le dis, il y a hormis quelques rares success stories, et encore, quand on a l'impression qu'ils émergent, vous parliez de Louis Renoir, je suis sûr que Louis Renoir, ça fait un moment qu'il pose des 16 dans un coin, en fait. Mais par contre, on a la perception qu'il a vraiment explosé. Donc ça veut dire aussi que l'entrepreneur qui se cache derrière le rappeur, il faut qu'il parie sur son projet dans la durée, hein, c'est bien ça. Ouais. En fait, ce qui est dur, c'est qu'effectivement, il y a tout le temps de jeu que tu fais avant d'arriver au stade. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des rappeurs ont rap depuis des années, ont sorti des clips par-ci par-là, qui n'ont aucune visibilité professionnelle, on va dire. Et puis il va y avoir le moment où on donne ta chance, tu joues en finale par exemple, et là tu mets un but. Et à partir du moment où tu mets ce but-là, d'un seul coup, tout se joue maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu enchaînes. Et ce qui est de plus en plus dur, c'est que les carrières, une fois que tu es visible, elles montent très tôt haut, mais elles redescendent très très vite. Et là, le plus dur aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir du succès, même si c'est très dur d'avoir du succès, mais c'est surtout de durer. C'est très compliqué. Là, on a eu le cas récemment d'un artiste avec qui on travaille, qui s'appelle Uzi, qui est un artiste qui a eu pareil, il a fait comme tu disais un peu, il faisait des clips avec ses gars pendant des années, il avait un succès limité, on va dire, et vers 2020, c'est 2020 la fête 2020 pile. Ouais, 2020, il a un single qui explose. Le single, il fait single diamant. Single diamant, c'est la plus grosse certification de single, donc c'est vraiment un succès phénoménal. À l'époque, c'est quand tu vendais 500 000 singles, quoi. Ouais, on parle de top 3 au top single pendant tout un été, morceau qui passe sur toutes les radios, ce type de morceau-là. Donc lui, explosion phénoménale. Donc d'un seul coup, lui qui était un peu une carrière en demi-teinte depuis des années, d'un seul coup, boum, ça devient entre guillemets une star. Mais le single le dépasse, entre guillemets. Projet d'après, gros casting, là, il ramène Booba, il ramène des gros artistes. Finalement, son album ne prend pas plus que ça parce que c'était monté trop haut, donc c'est redescendu assez vite. Et là, la chance qu'il a eue sur son dernier projet, qui est sorti cette année, c'est qu'il a réussi à remonter. Et ça, c'est exceptionnellement rare. C'est-à-dire qu'en gros, il a eu un premier gros succès, il a eu un échec en vrai, et il a réussi à remonter vers un succès qui est quasiment au niveau du début. Et ça, c'est ce que. Et du coup, tout à l'heure, Milan parlait de cohérence, et du coup, il y a eu aussi de la cohérence dans le discours par rapport à ça. C'est que dans son morceau, il est arrivé en disant voilà, mon deuxième album, il n'y avait pas la com, on l'a pas bien géré. Sur les réseaux, il remercie beaucoup ses fans de lui avoir donné une deuxième chance. Il a fait une interview remarquée chez Mehdi Maizi qui hoste le code en disant oui, j'ai merdé mon dernier album, c'est de ma responsabilité. Donc ça, c'est avec cette cohérence-là. Mais c'est très dur maintenant pour un artiste de se projeter à 2 voire 3 albums. C'est-à-dire que la plupart des artistes, maintenant, ils font un album réussi, un succès commercial, et en général, le suivant, il se foire. Et donc, pareil, hein, je m'excuse, je reviens avec mes gros mots de marketeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le lifetime customer value. C'est la durée de vie des consommateurs d'un produit ou d'une marque. Hein. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce lifetime customer value, il est en train de se raccourcir de plus en plus. Énormément. Et il est dû à plusieurs choses. C'est que tu as des gros artistes qui, pour le coup,
on sont arrivés un peu avant cette mode-là et qui tiennent. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des Jay Ginas, t'as des Jul, t'as des Nino qui chaque année placent un gros album. Mais ils sont ultra réguliers. Donc déjà, t'as une partie du public qui va écouter ces gros-là. Et après, pour l'autre partie du public, eux, ce qu'ils aiment, c'est la nouveauté. C'est d'aller chercher tout le temps la nouveauté. Et le problème de la nouveauté, c'est que par définition, une fois qu'elle est plus nouvelle, t'as plus l'attrait de cette nouveauté-là. Et donc, il y a vraiment quelque chose où t'es le phénomène du moment. Et soit t'arrives à aller aussi haut que les gros qui sont installés, soit potentiellement, à l'album d'après, t'auras plus cet effet nouveauté et on a calculera plus ta musique. Et ça, c'est d'une violence extrême. Parce que l'artiste qui arrive à ce premier album avec succès, c'est génial pour lui. Mais en vrai, il peut retomber aussi vite et surtout, il va avoir du mal à voir qu'il retombe. Parce que t'es encore en train de surfer sur le succès d'avant, t'as encore ce truc-là, t'as du mal à voir que t'es en train de tomber. Et du coup, avoir la capacité de se remettre en question, comme a pu le faire Uzi, qui est de dire, je suis tombé, je veux pas retomber, je vais refaire un travail de petit, entre guillemets, je vais refaire les premières étapes, etc., parce que je veux pas retomber. Il faut une maturité énorme. Et lui, il l'a eu, parce qu'il est peut-être un peu plus vieux que les autres artistes. Il doit avoir quoi, 25, 26 ? Ouais, il a 25 maintenant. Ouais. 25, donc pour un artiste, c'est entre guillemets vieux. Mais il y a plein d'artistes qui vont faire un album, ça va s'écraser, et revenir derrière, c'est super dur, parce que même le truc des réseaux, hein, t'as des réseaux qui fonctionnent bien, t'as une partie de ta communauté qui clique plus sur ce que tu fais, piège dans l'algorithme, au final, à un moment, plus personne vient te voir. C'est-à-dire que quand t'as une grosse communauté qui t'a suivi à un instant T, qui arrête de te suivre, bah, Insta ou YouTube ou tout ce que tu veux, ils voient très bien que ta communauté n'est plus intéressée par ce que tu fais, ils vont pas commencer à la présenter à tout le monde. Donc t'as vraiment ce truc où... Mettre au placard. Ouais, et t'es au placard en vrai, et c'est super dur. Alors là, tu parles d'algo, donc forcément, je plonge. Voilà, on dit souvent que les trends musicales sur Instagram et sur TikTok, eh bien, elles ont changé l'industrie. Ouais. Voilà, récemment, j'en cite un parce que forcément, il a fait le tour du monde, c'est Yamé, hein, avec la bécane. Ce truc-là, il est passé international grâce aux réseaux sociaux, en tout cas, vu de ma fenêtre, en tout cas. Ça, ouais. C'est quoi aujourd'hui l'impact des trends TikTok sur les carrières des artistes ? C'est assez énorme. En vrai, justement... ça fait déjà plus de 5 ans. Déjà, moi, ça fait 6 ans que je suis dans le rap. Avant, j'étais auditeur et j'ai vu cette évolution globale de chaque année, on a de plus en plus d'artistes qui arrivent. Donc, ça fait déjà ça fait presque 10 ans maintenant qu'on est rentré dans une ère où chaque année, il y a de plus en plus d'artistes qui arrivent. Et il y a eu un vrai avant-après TikTok où, par exemple, Flo, il est chez Bouscapé, donc il connaît très bien. Chaque année, ils font une liste des artistes qu'il faudra sur l'année suivante. Et je pense que avant, ils avaient le luxe de pouvoir analyser toute l'année pour se dire, tout au long de l'année, il s'est passé ces choses-là. Du coup, on va pouvoir sélectionner ces gens-là. Maintenant, ça se joue vraiment dans les arrêts de jeu parce qu'il y a tellement d'artistes qui arrivent et tellement d'artistes qui ont le temps d'arriver puis s'éteindre que c'est assez difficile de faire cette sélection-là. Et en gros, où je voulais en venir par rapport à TikTok, c'est que TikTok a accéléré tout ça. Depuis l'arrivée de TikTok, c'est de plus en plus... on a de plus en plus d'artistes et du coup, de plus en plus de carrières qui décollent. Mais comme le dit Flo aussi tout à l'heure, plus d'artistes qui décollent, c'est aussi plus d'artistes qui s'écrasent. Et dans quelle mesure ces trends, elles sont organisées par des labels ou par l'industrie elle-même ? C'est ça et c'est ça la force de TikTok, c'est qu'en fait, globalement, les autres réseaux, avant, quand tu voulais exploser sur YouTube, il fallait limite que tu aies la chance d'accéder à une chaîne YouTube comme Demolition. Si tu voulais exploser sur Insta, il fallait que tu aies la chance d'être repartagé par un gros média, par exemple, sur Instagram ou pareil sur Twitter. Sur TikTok, pour le coup, tu peux être n'importe qui. Il suffit que tu postes une vidéo et qu'il se passe quelque chose, elle peut faire des millions de vues et se transformer en stream. Parce qu'en fait, il y a 2 éléments qui sont fous sur TikTok. Le premier, c'est que n'importe qui peut faire exploser un morceau. Et souvent, c'est même pas toi qui le fais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec un mec lambda, hein, qui poste une vidéo. Dans cette vidéo-là, il a mis un extrait de ton son et d'un seul coup, ça explose. Moi, j'ai le cas d'un artiste, ça, j'en parlerai un peu après. Et donc, du coup, il y a ça. C'est que n'importe qui peut lancer une trend. Donc ça, c'est la première chose qui est impressionnante. Et qui n'existait pas avant en vrai, même sur YouTube et tout, c'était très rare d'avoir un morceau qui pète de nulle part. Parce qu'en fait, si tu voulais péter sur YouTube, il fallait qu'il se passe quelque chose ailleurs de YouTube pour que les gens aillent sur YouTube découvrir. Que là, le mec, vraiment, depuis TikTok, il va découvrir un morceau et que ça va prendre une ampleur phénoménale. Et le deuxième élément, c'est que c'est une des premières fois, un des premiers réseaux sociaux où la transformation en stream, elle est aussi importante. C'est-à-dire que tu peux avoir un succès, tu peux avoir un buzz sur YouTube, potentiellement, ça ne transformait pas forcément en stream. Et stream, c'est de la guerre, hein, c'est là où il y a de l'argent. Donc en fait, tu peux faire des vues YouTube, ça rapporte rien. Tu fais du stream, ça rapporte de l'argent. Et donc du coup, avant TikTok, les transformations étaient relatives. TikTok, il y a vraiment ce réflexe de je l'ai découvert sur TikTok, je vais l'écouter sur Spotify. Et nous, on le voit, hein, on a accès à ce qu'on appelle les backstage d'artistes, donc on voit les Spotify de nos artistes. Et dès que tu vois une trend arriver d'un coup, tu vas sur TikTok, tu sais que ça part de là-bas. Il y a un lien de corrélation immédiat. Ouais, dans les 2 jours qui suivent, vraiment, quasiment. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'il dit Flo,
quand TikTok est arrivé en France, enfin en tout cas quand il y a eu une vraie explosion de TikTok en France, en vrai, c'est autour du confinement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes dont on parle depuis tout à l'heure qui sont sont arrivés avec cette ère TikTok. Wajda notamment, avec qui on a bossé, qui vient de TikTok en vrai. Oui, clairement. Ouais. Il y avait c'était quasiment systématique. Une grosse trend. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une grosse trend pour les gens qui nous écoutent? On parle de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 créations autour d'une musique. Donc 5 000 vidéos, 10 000 vidéos qui ont été faites sur la base d'un son déjà uploadé précédemment dans TikTok. C'est ça qui est important avec TikTok. C'est pas tant le nombre de vues sur une vidéo, c'est le nombre de vidéos qui ont été créées sur un morceau. Quand on atteignait ces chiffres-là, pour un artiste, il y avait une transformation en stream quasi immédiate. Aujourd'hui, on est rentré un peu dans une seconde ère pour la musique et TikTok. En tout cas, je le vois sur l'industrie en France. Je ne sais pas si c'est la même chose à l'étranger, où il y a de très grosses trends, de très très grosses trends qui ne transforment pas systématiquement en stream. À une époque, le top 50 TikTok, c'était quasiment équivalent au top 50 Spotify, top 50 Apple, etc. etc. Aujourd'hui, il y a des morceaux qui sont très haut en trend sur TikTok. Je peux donner l'exemple, par exemple, de Kata DMHD, qui est un morceau qui marche, mais qui n'est pas un morceau qui n'est pas un morceau qui est dans le top 10 aujourd'hui et qui est l'une des plus grosses trends de l'année. Mais Milan, toi qui es un expert social media, moi quand j'entends ça, je me dis, c'est simple, je vais faire de l'UGC, de l'influence marketing. Je vais aller en tant que label ou en tant que porteur de projet artistique, je vais juste m'assurer que j'ai une amorce de pompe solide sur TikTok et que les gens tabassent mon son, tel morceau de mon son, parce que je sais qu'il est bien calibré pour. Et puis à partir de là, boum, ça va viraliser et ça va arriver en stream quelque part. Est-ce que ça, c'est le genre de mécanique que vous essayez d'organiser ou pas? Alors, nous, on a beaucoup travaillé avec des agences. Il y a des agences aujourd'hui, voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui le sachent, aujourd'hui, il y a des agences qui s'occupent d'influenceurs, en tout cas, on appelle ça souvent des créateurs surtout, qui s'occupent de beaucoup de créateurs qui peuvent mettre en place des campagnes. Donc, c'est-à-dire, si on a un morceau sur lequel on croit, il y a un moment qu'on aimerait pousser sur TikTok pour espérer que le morceau marche, on va avoir une agence, on met un budget. Eux, ils nous sélectionnent des créateurs et ils nous disent, les créateurs, ensemble, on va créer la danse que les créateurs vont faire dessus ou le type de vidéo qu'ils vont mettre en ligne sur TikTok par rapport au morceau. Donc, pendant un moment, quand c'est arrivé, justement, personne ne maîtrise trop comment ça marche. Donc, on s'empresse d'aller voir des agences. Que le morceau marche ou ne marche pas, qu'il soit à peine sorti ou non, on mise sur ce morceau, on va voir une agence, on essaie de le faire démarrer. Quasiment tout le monde s'est cassé tout le monde est rentré dans le mur. On a appris que TikTok, c'est une bête qu'on ne peut pas dompter. En vrai. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, ces agences-là, on va les voir, c'est efficace, mais on va les voir uniquement quand il y a un début. Ils sont là uniquement pour faire accélérer quelque chose qui existe. Okay. Ouais. On ne peut pas créer une trend. Donc, tu as déjà une trend qui est naissante, tu dis, OK, là, je suis prêt à rajouter un petit peu. Ouais. Et d'ailleurs, tu devrais inviter Ali, qui a créé l'agence Attire, qui est une des agences les plus connues dans ce marché-là, dans la musique. Et c'est ce qui fait que, entre guillemets, les budgets ne sont pas si énormes. On parle de 3 ou 5 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas non plus si énorme. Parce que quand ça explose, ça peut générer beaucoup plus. Mais comme c'est aléatoire, malheureusement, il ne peut pas les surfacturer parce qu'il y a ce côté aléatoire chez TikTok, comme disait Milan, c'est une bête qu'on ne peut pas dompter. Et donc, du coup, effectivement, la conclusion maintenant, c'est va amplifier une trend avec des influenceurs, mais la créer de toutes pièces, c'est quasiment impossible. Et quand tu l'amplifies, c'est difficile de vraiment savoir si tu vas la faire exploser ou pas. C'est pour ça qu'à la fin, c'est pas si cher parce que les mecs qui les vendent savent qu'en vrai, et c'est pas sûr que ça fonctionne quand ils vendent ça. À l'évidence, il y a une course à la viralité. Ça, c'est clair. Ça se passe sur TikTok, ça se passe aussi sur Insta qui a des gros partenariats avec Spotify. Encore dernièrement, d'ailleurs, ils viennent de sortir une annonce du fait qu'on allait pouvoir streamer, refaire une recherche Spotify directement au cœur d'Instagram. Je trouve un son qui me plaît en trends. Je peux aller cliquer et aller retrouver le titre sur Spotify. Je pense que c'est clairement pour concurrencer TikTok. Ça, j'imagine, bien sûr. Il y a une bagarre aussi côté plateforme. Et pourtant, il y a certains artistes qui râlent. Ils disent que ça amène à tuer la créativité. En gros, que les titres, ils commencent à se formater pour ce format. Quand on se retrouve avec une omniprésence de refrain, un truc qui est vraiment adapté, travaillé pour essayer de viraliser. Alors, sur ça, la musique a quasiment toujours été formatée. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, avec les radios, on a mis des refrains plus tôt, on a arrêté de faire le troisième couplet. Il y a toujours eu des moments où c'était formaté. 3 minutes, le titre de 3 minutes. Voilà, c'est ça, ça a été formaté. Il y a eu le moment où, je sais pas si tu te rappelles, Milan, où quand le streaming est arrivé, les artistes ont commencé à se dire, en fait, si je fais des ventes par rapport au nombre de streams que je fais, plus je mets de morceaux. On fait beaucoup de morceaux pour faire. Plus je fais de ventes. Donc, du coup, il y avait des albums de 20 ou 22 morceaux qui étaient pas bien, mais juste parce que, en fait,
Faut faire du volume. Il y a toujours eu un moment ou un autre quelque chose qui formate. Et pour le coup, On peut même revenir à l'album. Hein. Ouais. L'album, c'est quelque chose qui fait 45 minutes parce qu'on pouvait mettre 45 minutes de musique sur un CD. En vrai, ça s'est toujours adapté à la consommation, hein, la musique. ouais, exactement. Et en réalité, TikTok, pour le coup, effectivement, il y en a beaucoup qui tentent, mais la force de TikTok, et moi je le vois au quotidien, c'est que c'est le truc que tu peux le moins bien contrôler. Et il y a des formats. Par exemple, moi je bosse avec un artiste qui vient de Lyon, Mona Santana. Il fait de l'horrorcore. Donc c'est de la musique très spé, très angoissante, qui fait peur, quoi. Et c'est de la musique très spé, hein. C'est-à-dire que de première écoute, quand t'écoutes ça, je pense que tu comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de refrain. Il n'y a pas de refrain, c'est dur. Et il l'expose sur TikTok. Mais c'est pas lui qui a posté, il a jamais eu de compte TikTok. Alors lui, pour le coup, il a toujours été masqué, on n'a jamais vu son visage. Je bosse avec lui depuis 4 ans, j'ai jamais vu son visage. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est pas du tout dans la communication. Un jour, quelqu'un a mis son morceau sur TikTok au début de sa carrière, c'était au tout début de sa carrière. Le morceau a explosé, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de code, il n'y a pas de. Donc effectivement, il y en a qui vont essayer de se dire je vais me conformer à un format qui a tendance à plus marcher que d'autres sur TikTok. Mais la réalité, c'est qu'ils vont essayer, il y en a peu qui vont t'en y arriver avec ça. La force de TikTok, c'est en vrai, si le morceau il est bon, il pète. Moi, j'irais plus loin, même par rapport à cette analyse-là. Je pense que souvent, on a cette volonté de dire oui, TikTok est en train de changer la musique, elle est plus comme j'aime. Bon, déjà, il y a une dose de nostalgie, mais aussi, souvent, on ne le comprend pas ce qui est en train de se passer. Et du coup, on a ces réflexes, on a ces manières de penser, de se dire oui, TikTok est en train de tuer la musique, ça formate le format, etc., etc. Moi, j'irais à l'inverse de ça. Et je dirais plutôt que quand on regarde le top 50 actuel sur Spotify, il y a énormément de morceaux qui n'auraient jamais eu leur chance il y a 10 ans. Je peux prendre des exemples précis, comme je crois qu'ils n'ont pas compris de Leto. Typiquement, ça, c'est un morceau qu'on appelle trap dans le rap. C'est le type de morceau qui était des morceaux limite underground il y a 10 ans, qui n'était pas possible de marcher. Aujourd'hui, le morceau, il est remonté top 3 dans top Spotify. Et ça, c'est des possibilités qui n'existaient pas il y a 10 ans. Le morceau n'est pas du tout formaté. C'est un morceau de rap. C'est un morceau de rap, mais je pense qu'il y a eu cette transformation sur TikTok parce qu'à un moment, comme l'a dit Flo, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur TikTok au hasard, qui a fait que le morceau, il y a eu une trend dessus et il a pris. Mais cette transformation TikTok stream, elle s'est faite parce que le morceau, il est bien. Pigé. On constate aussi que sur les trends, eh ben, elles ont leur propre temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des titres qui étaient complètement oubliés, vraiment fond de catalogue, et qui d'un coup ressortent. Voilà, Garde la pêche de Booba, ce truc 2006, 2008, je sais plus, qui d'un coup ressort en trend sur TikTok. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Donc j'imagine que ça a un impact du coup aussi sur le volume de stream. Vraiment. Est-ce que ça, typiquement, ça a changé des choses dans les modèles de distribution, dans la logique des éditeurs qui éditent les catalogues d'artistes? Alors, il y a un enjeu business là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le back catalogue, alors ça dépend de quelle définition on prend, mais en général, c'est les morceaux qui sont sortis il y a plus de 2-3 ans. D'accord ? Et donc, du coup, il y a un gros enjeu en ce moment dans le. Là, pour le coup, c'est vraiment purement business, hein, pas forcément communication. C'est qu'il y a de plus en plus de rachats de catalogues. C'est-à-dire qu'il y a des gros fonds d'investissement en général qui sont là pour un but purement financier, qui disent OK, je vais aller voir un artiste et je vais lui acheter son catalogue. Je vais lui dire écoute, toi, tu génères ça par an. Je vais te donner 10 ou 12 ans d'un coup, donc on va dire entre 7 et 15 ans d'un coup, de revenus. Je calcule que tu génères 1 million d'euros par an, je te donne 7 millions d'euros et tu me vends ton catalogue. Et moi, derrière, une fois la 7e année passée, je vais continuer à générer de l'argent puisque maintenant le catalogue m'appartiendra et j'aurai remboursé l'investissement que j'aurais mis. Et effectivement, TikTok est en train de refaire vivre des morceaux anciens qui fait que ça a eu aussi un impact sur les valeurs de rachat de catalogue. Où les gens se sont dit potentiellement, là où on voyait plutôt une courbe descendante, stable mais tendance descendante, il peut y avoir des remontées d'un seul morceau. Mais la problématique de ça, c'est la même problématique avec le nouveau catalogue, c'est que c'est super dur de créer une trend de zéro. Donc en gros, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Donc j'achète et avec un peu de chance, je gagne au loto. Et on parle vraiment de gagner au loto parce que moi j'ai un exemple d'un artiste, c'est assez marrant. C'est un rappeur qui s'appelle Esteban, avec qui j'ai commencé à bosser avec lui. Et c'était un artiste en développement, tu vois, c'était un des plus petits artistes avec qui je bossais parce que j'avais envie de tester sur un jeune artiste. Et cet artiste-là, il a un morceau qui s'appelle Gotham City. Et dans Gotham City, il y a une intro, je crois, qui est issue d'un film. Donc vraiment un truc qui met au début. Et cet artiste-là, je commençais à bosser avec lui, c'était au moment du Covid. Et finalement, en sortie de Covid, il était plus trop chaud pour faire de la musique. Donc en vrai, on a signé un projet, on ne l'a jamais sorti. Et 2 ans plus tard, il y a un TikTok d'un mec qui remplit, qui fait le plein dans sa voiture. Et il met l'extrait de l'intro. Donc en gros, on n'entend même pas le rappeur rapper. Hein. Il met juste l'extrait de l'intro qui ralentit. Il ralentit l'extrait de l'intro.
l'intro et il le met sur sa vidéo. Donc en gros, t'entends même pas le morceau du rappeur, t'entends l'extrait au début du morceau du rappeur ralenti. Et ce morceau-là, il finit à 10 millions de streams sur Spotify. Parce qu'il y a une trend qui s'est lancée là-dessus. Et donc du coup, c'est vraiment incontrôlable, imprévisible. Et finalement, la maison de disque avec qui on avait signé pour un projet, on a remboursé avec ce morceau-là, alors que le projet n'est jamais sorti, parce que ce morceau était déjà sorti avant. Et donc du coup, la difficulté de TikTok, c'est que effectivement, ça change un peu la donne, mais comme tout ce qui est incontrôlable, la musique déjà de base, c'est risqué. Mais alors, miser sur TikTok, c'est encore plus risqué. Des fois, ça va le faire, des fois, ça va pas le faire. Globalement, quasiment tous les morceaux qui pètent aujourd'hui pètent sur TikTok. Mais il y a tellement de morceaux qui sortent sur TikTok que tu peux pas avoir la chance d'avoir le bon, tu vois. Quand on est artiste, est-ce qu'on peut gagner sa vie aujourd'hui avec le streaming, avec Spotify, avec Deezer? Ouais, carrément, même plus qu'avant. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de débats sur Spotify ne rémunère pas assez. Mais en fait, Spotify, il ne paye pas les artistes. Il paye les maisons de disques qui eux-mêmes payent les artistes selon leur contrat. Et la réalité, c'est qu'en vrai, dans la musique, il y a de l'argent. Mais il y a de l'argent à condition de faire des gros volumes. Pour donner un ordre d'idée, on va dire 1 million de streams premium sur Spotify, puisqu'il y a les streams de gens qui ont des abonnements, donc ça c'est stream premium, et il y a les streams des gens qui n'ont pas de compte, qui écoutent la publicité pour pouvoir écouter la musique. Ok. Tu vois, donc ce qui compte c'est stream premium. Mais ça c'est à peu près 70% des écoutes en France. Et donc 1 million de streams premium sur Spotify, c'est 4 000 € de chiffre d'affaires. Si tu es en distribution, tu vas récupérer à peu près 3 000 €. 3 000 €, c'est pas énorme. Mais un album qui fonctionne bien, tu peux faire 100 millions d'écoutes, 200 millions d'écoutes. Tu peux arriver dans des volumes qui font qu'à la fin, tu gagnes de l'argent. Mais ça nécessite de faire du volume. Là où avant, tu pouvais être un petit groupe amateur, tu faisais tous les dimanches chez tes potes, tu venais faire un peu de musique, tu vendais 10-15 CD, et entre guillemets, tu arrivais à survivre de ça. Dans la musique aujourd'hui, tu peux gagner plus d'argent, mais tu es condamné à faire du volume, mais c'est aussi peut-être un peu plus facile de faire du volume. Okay. Pour donner des ordres de grandeur, 100 millions d'écoutes sur un an, c'est être dans les 15 albums les plus vendus en France sur l'année, quoi. C'est quand même très haut. C'est un truc qui est difficile à atteindre. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais gamin, voilà, et un artiste, il sortait un album à peu près tous les 2 ou 3 ans. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu as des gars comme Jul, comme Bébé Jacques, etc., qui sortent une quantité de titres chaque année qui est énorme, et ils auraient de quoi remplir 2 albums par an, largement. Est-ce que le streaming est responsable de cette situation-là ou pas? Est-ce que c'est exactement ça? C'est-à-dire qu'il faut que je produise beaucoup En partie. En fait, ce que a un peu amorcé tout à l'heure Milan, c'est le fait que avant tu te défendais un album sur la durée. Maintenant, parce que tu devais provoquer un acte d'achat. T'allais en magasin, t'achetais ton album. Là maintenant, t'es dans quelque chose où la personne a juste besoin d'écouter. Entre guillemets, ça lui coûte rien de le faire. Mais elle va juste écouter. Mais ton album, si tu l'as sorti à 3, 4, 5, 6 mois, il a plus l'aspect nouveauté. Donc il y a de fortes chances que les nouvelles personnes, il y a les fans qui continuent à t'écouter et que les nouvelles personnes vont plutôt aller sur de la nouveauté. Et donc la difficulté, c'est qu'il faut proposer souvent de la nouveauté pour réussir à émerger. Alors il y a des cas extrêmes, hein. Jul en gros c'est un album tous les 3-4 mois, mais on va dire que la moyenne aujourd'hui c'est plutôt un album tous les 1 an, 18 mois. Donc 2 fois plus rapide qu'avant quand même. Et cette difficulté-là maintenant, c'est comment tu fais vivre les albums. Et là, je pense que bien tu peux parler un petit peu du cas Uzi, parce que ça a été un bon exemple de... Pour revenir sur le cas Uzi dont parlait Flo tout à l'heure, du coup, un artiste qui était en remontée, etc. Et quelque chose qui a participé à cette remontée cette année, c'est que c'est un artiste sur lequel j'ai travaillé. Donc, nous, on a vu un peu le truc arriver. C'était moins bien passé sur le 2e album. Il doit sortir son 3e album. Il y a un premier son qui, d'ailleurs, a pris sur TikTok. Donc, nous permet d'avoir un peu une assise. Mais on sait qu'au moment du démarrage, ce sur quoi compte énormément la musique en France aujourd'hui, hein. Au moment du démarrage, c'est pas là que ça va se passer. C'est pas là que l'album va vivre. C'est pas ce qui va faire qu'on va vendre sur le long terme. On n'a pas un buzz suffisant pour pouvoir faire marcher l'album dès le début. Donc, le truc, c'est de se dire, OK, on va prendre en réserve certains morceaux auxquels on croit. Et on va les sortir plus tard. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que vous avez saucissonné l'album un peu? Ouais, ok. Sachant qu'en streaming, ce que tu peux faire et ce que tu pouvais pas faire avant, c'est qu'avant, si tu voulais sortir des nouveaux morceaux, il fallait faire une réédition. Donc en gros, tu récupérais les anciens, tu repressais des nouveaux et tu montrais l'album plein. Que là maintenant en stream, le vendredi suivant, tu vas rajouter un titre, tu le chaînes à l'album. Il apparaît sur Spotify dans l'album de base. Et du coup, cette stratégie, ce que ça nous a permis de faire, c'est événementialiser après la sortie du projet. C'est une grosse difficulté aujourd'hui dans le monde de la musique. Une fois qu'un album est sorti, on n'a plus la valeur de la... Enfin, il n'y a plus le truc de se dire,
c'est nouveau, et c'est attractif pour le public. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on veut créer toujours cet effet de nouveauté, il faut qu'on ait de nouveaux sons à sortir. Donc, on va garder en réserve certains sons qui auraient pu être dans le projet. La tracklist n'était pas encore faite, donc ça cassait pas la cohérence, mais en tout cas, ils avaient leur place dedans, en tout cas dans la première version du projet. Ils se dit, OK, on va les garder et on va les disséminer au long de l'année. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer à exister et faire continuer à vivre une expérience au public et aussi de continuer à amorcer une remontée qui est en train d'être faite. Ouais, je comprends. Et, est-ce que vous avez... Bon, en gros, ces plateformes, Spotify, Deezer, etc., elles sont arrivées, elles ont disrupté totalement le marché. Est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel, ça y est, c'est plus de la disruption, serait de refaire machine arrière. Il y a certains artistes, je suis tombé sur... c'est Eight Rookie, je crois, qui fait ça, qui a décidé, moi, mon prochain album, pas de stream, je veux juste du physique. Ça se fait déjà, il y a notamment Caballero et Jean Jass qui font beaucoup ça, qui sortent des albums en exclusivité en vinyle. Et qui en vendent 2000, 3000, 4000. Et qui sont jamais sur Spotify, jamais sur Spotify. Ouais. En gros, déjà, il y a un élément qui est impressionnant, c'est le marché, en tout cas, déjà, le vinyle a dépassé, dans le physique, c'est le vinyle qui a pris la place aujourd'hui. Mais globalement, on vend énormément de physique en ce moment dans le rap, de CD physique, alors que ça n'existait plus pendant des années, parce que le physique a changé. C'est devenu ce qu'on appelle du D2C. C'est-à-dire que l'artiste sort son propre site internet, sur lequel il met en vente son album. Il a un Shopify et il commercialise en direct. Et commercialise là-dessus. Ouais. Et l'essentiel des ventes se font en précommande. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu annonces un album, un mois à l'avance, en moyenne, on va dire, tu dis voilà, mon album est disponible en précommande sur mon site. Il est aussi disponible sur la Fnac, sur Amazon. Mais la réalité, c'est que 80% des ventes, voire 90% des ventes, se font en D2C. Parce que les fans aujourd'hui, comme effectivement, ils n'ont plus d'acte d'achat, ils payent. En vrai, ils payent un abonnement. Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec un abonnement à 10 €, d'ailleurs, qui a augmenté entre-temps, un abonnement Spotify à 10 €, tu payes en gros 120 € l'année, c'est plus que ce que payaient les gens avant la crise du disque. Parce qu'en gros, les gros consommateurs achetaient 5-6 CD. Donc en gros, ils payaient 80 €, 60 €. Donc là, la personne lambda met 120 € par an sur du Spotify, c'est énorme. Donc aujourd'hui, tu me dis, il y a des mecs qui achètent des disques ou des vinyles pour soutenir l'artiste. Pour soutenir l'artiste, parce qu'ils n'ont plus l'impression de soutenir en étant en stream. Ouais. Tu soutiens indirectement, mais tu as ces prouilles de dire ouais, mais en fait, j'écoute parmi d'autres, donc je sais qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et donc il y a beaucoup de gens qui achètent des CD et des vinyles, qui ont ni platine vinyle, qui ont ni de quoi lire un CD. Ouais, vraiment. Quasiment personne n'a ça, mais tu achètes comme un acte militant. Tu fais partie d'une communauté. Comme tu poses un sub sur Twitch ou tu achètes un Patreon. C'est l'équivalent du sub chez nous. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Donc j'imagine maintenant dans les stratégies de lancement d'artistes, de sortie d'album, c'est un gros morceau, ça, tout ce qui est avant d'installer le titre en streaming. Exactement. Souvent, tu fais une version CD avec des exclus qui seront pas en stream, mais qui en vérité arriveront en stream 2-3 mois plus tard. Mais t'as vraiment ce truc où... Du coup, c'est le retour de l'artwork aussi. Il y a des trucs qui se passent aussi. Ouais, vachement cool, parce qu'avant, c'était le kiff absolu de découvrir l'artwork, d'avoir ce travail-là et ce lien avec l'artiste. Le bon exemple, c'est Orelsan. Orelsan, quand il sort... C'est Orelsan, d'accord, sur plusieurs rondelles. Ouais. Quand il sort son CD sur son dernier album, Civilisation. Non, c'est celui d'avant encore. Ouais, c'est Civilisation. Ouais. Il fait... alors pour le coup, lui, il a fait une seule cover, parce qu'en général, les gens aiment bien faire des covers différentes pour la vente en direct. Il fait une seule cover. Et t'as la rondelle du CD qui diffère selon la chanson. Donc en gros, il a fait 17 versions différentes de rondelles de CD. Et on a vendu, mais je crois qu'il en a vendu quasiment 100 000. Ouais. C'est énorme. C'est énorme parce que les gens voulaient l'objet. En plus, il a fait des éditions limitées, etc. Et c'était une manière de soutenir, une manière d'avoir un objet. Mais je pense quasiment personne l'a écouté, le CD après. Ils l'ont écouté en stream. C'est beaucoup plus pratique. Il est posé sur une étagère. Exactement. Comme un Exactement. Okay. D'où le succès du vinyle. Le vinyle coûte plus cher, mais il est plus gros. Quand tu veux le mettre sur ton étagère, c'est plus beau. Ouais, je comprends. Ok, intéressant. J'aimerais qu'on parle d'influence marketing. Ouais. Parce que l'influence marketing, le rap, voilà, je vous passe. On parlera pas de Booba et de ça. Je veux vraiment qu'on parle du core business, parce que je sens qu'il y a du business quelque part qui se cache là derrière. Avec l'essor du rap comme un genre musical dominant, parce que maintenant c'est ça qui se passe. On voit de plus en plus de marques qui s'associent. Ouais. Avant, jamais de la vie. Maintenant, très volontiers, qui s'associent pour intégrer leurs produits dans des paroles, dans des clips, évidemment, du placement, ou via les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, tu as des artistes qui deviennent influenceurs. Oui. Voilà.
parfois ça se fait sans négociation commerciale. Voilà, c'est une espèce de truc qui tombe bien. C'est Jul qui porte du Quechua. Je sais de source sûre que Quechua n'a pas payé pour ça. C'est naturel. Donc c'est cool, ça sert la marque. Mais est-ce qu'il existe des deals de marque? Est-ce qu'il existe est-ce qu'aujourd'hui les marques négocient avec les artistes, avec les labels pour faire apparaître leur marque directement au cœur des paroles, par exemple, ou dans le clip? Ouais, les paroles, j'ai pas. Si Joe il l'a fait avec Oasis. Ok, je savais pas. Ok. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. D'accord. Et pour le coup, les paroles, j'avais pas l'exemple, mais. Capri Sun, non, ils ont pas lâché un peu des billets, Capri Sun? Non, ils sont partout. Pour le coup, Capri Sun ont porté plainte contre quelqu'un qui a fait un morceau qui s'appelait Capri Sun. Ah merde, ok, d'accord. Ils sont encore dans un complexe Lacoste, ils ont pas encore saisi le truc. Ok. Et mais par contre, ouais, clairement, pour les clips, aujourd'hui, on a des milliers d'exemples de marques qui, pour apparaître 2 secondes dans un clip, ont payé l'intégralité du clip. Ok, ça se passe comment? Est-ce que c'est l'artiste, son entourage qui va faire des propositions à des marques avec qui ils ont un feat? Est-ce que les artistes sont aussi accompagnés d'une agence d'influence qui les représente? Alors, il faut distinguer les placements de produits dont parle à l'instant Milan et les opérations d'endorsement. Le placement de produit, en général, comment ça se passe? Soit la boîte de prod qui fait le clip, soit le label, soit une agence indépendante appelle des marques qu'ils ont et dit voilà, nous on a un clip qui arrive là avec cet artiste-là, on va faire X vues, est-ce que tu veux te positionner dessus? Et là, il n'y a pas une énorme recherche de la part, en gros, c'est un échange financier, ça réfléchit pas plus que ça, c'est un peu bête et méchant, tes clips ils font 10 millions de vues, t'es relativement cohérent dans ma cible, j'y vais. Et après, t'as les vraies opérations d'endorsement qui peuvent avoir plusieurs niveaux, c'est je t'active one shot sur une OP, typiquement je sors une nouvelle paire, j'ai besoin d'un artiste pour la porter, je t'active. Tu peux avoir des partenariats un peu plus long terme, où tu vas vraiment devenir l'emblème de cette paire. T'es pas juste quelqu'un qui la repartage, c'est toi vraiment qui va participer à la campagne marketing, voire même encore plus loin. Tu vas devenir mon égérie sur l'année. Et dans ce cas, je vais faire plusieurs opérations avec toi. Et ça, en vrai, c'est quand même quelque chose qui est assez technique et qui passe encore quand même beaucoup par les labels, parce qu'ils ont des services dédiés à ça. Donc les gros labels, Universal, Sony, même Believe, ont des équipes dédiées à ça, qui sont en discussion constante avec les agences pour les marques. Et puis tu vas avoir des fois des gens, typiquement, je pense à Mariama en vrai, qui bosse sur Esprit Noir. Oui. Esprit Noir, c'est un des rappeurs qui n'a pas un énorme succès phonographique, discographique, mais qui par contre a collaboré, je ne sais même pas dire avec tout ce qu'il a collaboré. Oui, c'est énorme, Adidas, Cartier... je ne pourrais pas toutes les citer, mais, toutes les grosses marques, je pense qu'il a dû faire Moncler, enfin vraiment tout le monde, parce qu'il a une personne qui bosse avec lui, qui est très connectée aux marques. Mais en général, c'est des service brands qui en fait sont l'équivalent d'une agence de communication intégrée directement dans les labels, qui vont essayer de contacter des agences pour mettre en relation. Mais il y a aussi des cas où quand tu as un tellement gros artiste, la marque vient directement vers toi. On n'a pas besoin de te pitcher. Par exemple, typiquement, aujourd'hui, tu as envie de collaborer, tu cherches un artiste, assez naturellement, tu vas penser par exemple à Tiakola, et ton objectif en tant qu'agence, c'est de réussir à atteindre Tiakola. Mais il y a d'autres artistes où c'est plutôt l'artiste qui va avoir l'agence de son label en disant moi j'aimerais bien bosser avec des marques, et du coup l'agence de son label parle aux agences avec qui elle parle en disant est-ce que quelqu'un est intéressé par celui-ci? On est d'accord, ça fait maintenant partie intrinsèque du business model d'un artiste. Ouais, mais c'est réservé à une petite élite. Ok. Ouais, parce que déjà, en fait, hier par exemple, je vois une story de SDM qui est devant un fast-food et tout, il en fait la pub. Ça, c'est quoi ça? Alors, ça c'est un coup de pouce à un pote? Ouais, ça c'est du petit placement de produit. Où il a pris un petit billet comme ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est pas pour moi, c'est pas vraiment l'endorsement. Ça, c'est des petits trucs. Et en général, c'est plutôt un pote qu'autre chose, parce qu'en vrai, SDM, il est pas à 1000 € près pour faire une story. Oui, il me semblait aussi. Ouais. Mais par contre, il y a beaucoup de trucs de potes. Non, par contre, c'est réservé à une élite entre guillemets, parce que déjà, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on explique, c'est que la musique, ça va très vite. Et moi, j'ai déjà bossé avec des marques, parce que chez Bouscapé, tu vois, avec qui j'ai bossé, avec qui je bosse encore un peu, mais avec qui j'ai bossé pendant longtemps, on faisait ce travail de proposer des profils d'artistes aux marques. Et nous, après, on allait les chercher et on jouait sur le fait qu'on les avait moins cher qu'une marque en direct. Et du coup, les marques, elles ont beaucoup de mal à lire les dynamiques des artistes. C'est-à-dire qu'un artiste qu'elles vont dire j'aimerais bien bosser avec lui parce que j'ai entendu parler de lui, elle a potentiellement entendu parler de lui il y a 1 an et demi, elle l'a plus ou moins situé, et là où elle veut bosser avec lui, il est plus du tout dans le game. Donc en gros, il est plus du tout dans le truc. Et l'autre réalité, c'est que les marques, elles ont peur aussi de bosser avec des rappeurs parce qu'elles ont peur des scandales. C'est pas très brand safe, quoi. C'est très dangereux. Et nous, on le voit, c'est qu'il y a un vrai truc de... en fait, il y a des artistes qui sont ultra puissants, mais qui font flipper. Parce que il suffit qu'il y ait une polémique, un truc qui sorte, et en plus, pour le coup, je parlais avec
une personne qui bosse chez Universal, qui est vraiment, c'est son game de faire ça, d'aller chercher des marques tout le temps. Et il dit que ce qui s'est passé sur Lacoste, Lacoste a mis des années à bosser avec des artistes et puis qui après a commencé à bosser Ils doivent avec être deux bien rappeurs. refroidis. Hein. Exactement. Ouais. Ils ont bossé à la fois avec Romo Elvis et Moi la Squale, et que ces deux rappeurs ont été pris en même temps dans un scandale d'agression sexuelle. Et donc du coup, ça a envoyé un truc de oula. Lacoste, ils ont mis des années à y aller, ils y sont allés, et là ils se tapent un scandale en même temps. Donc du coup, tout ce qui avait été gagné, entre guillemets, a été reperdu. Bah maintenant, c'est Pierre Ninet. Donc ils ont vraiment changé. Ouais, c'est ça, c'est que c'est beaucoup moins un sportif. Un sportif, ça boit pas d'alcool, Ouais. ça fait pas de bêtises, c'est beaucoup moins risqué. Et c'est dur. Normalement, théoriquement. Non, voilà, ouais, en théorie. Théoriquement, c'était pas le moment d'en parler. Bon, on l'aura compris un peu dans nos échanges. En fait, les artistes ne gèrent pas eux-mêmes tout seuls leurs réseaux sociaux. Non, Et voilà, rare. ils font des trucs, Non. etc. Mais ils ont des équipes. Ouais. Voilà, comme toi, comme vous, qui intervenez, voilà, des CM, des créateurs de contenu, des experts en réseaux sociaux qui les accompagnent. C'est assez logique. Et justement, en matière de stratégie de contenu, moi, j'ai noté 2-3 petites choses intéressantes, très spécifiques, je trouve, au monde du rap. Voilà. Et notamment une stratégie qui consiste au nettoyage. On nettoie. Nettoyage régulier de comptes réseaux sociaux avant chaque nouveau projet. C'est pas rare de voir des artistes faire table rase de tout leur contenu et repartir from scratch. Plus aucun post dans le feed, on efface tout et on arrive avec le nouvel projet, la nouvelle identité, etc. À quoi ça sert de faire table blanche? À quoi ça sert de tout nettoyer comme ça? Je me pose aussi la question. Mais C'est l'inverse de ce que nous on dit aux marques. Hein. C'est pour ça là je suis étonné. en fait, moi, mon analyse là-dessus, c'est un peu le truc de se dire. En fait, il faut savoir que dans la musique, ça arrive très souvent qu'il y a un très gros artiste qui arrive avec un type de communication. Et dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, et parfois même 5 ans, 6 ans qui suivent, beaucoup d'artistes vont le mimer sans savoir pourquoi il l'a fait. Et vont se dire c'est parce qu'il a fait ça que ça a marché et faire la même chose. Donc je pense qu'il y a un moment, très sûrement Damso, je pense que c'était lui qui a effacé tous ses posts avant la création d'une nouvelle ère autour de son prochain Tout le album. monde s'est dit c'est bien, on fait pareil. Exactement. Ok. Et je pense que c'est l'unique explication à ça. C'est-à-dire que lui, à un moment, c'était cohérent dans sa communication de le faire. Peut-être Damso, peut-être Kanye West, je ne sais pas qui, mais c'était très sûrement cohérent pour la personne qui l'a fait au moment où elle l'a fait. Il y avait une raison de le faire. Et surtout, c'était pas fait encore. Donc, c'était intéressant. Et très rapidement, tout le monde s'est dit ah ouais, mais en vrai, il l'a fait et ça a marché. C'est comme ça qu'il faut communiquer aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que nous, aujourd'hui, on est là pour parler, mais c'est assez nouveau dans le rap d'avoir des équipes de communication. La communication, c'est pas quelque chose qui est très réfléchi. C'est quelque chose à qui on donne à quelqu'un de l'équipe qui fait souvent autre chose et on va lui dire bon voilà à tel moment il faudrait qu'il se passe quelque chose autour du projet et du coup il y a très peu de gens qui sont experts dans ce que nous on fait et donc souvent Ils se on font un peu retrouve sur avec le tas, ils font des Ouais. essais et tout. Ouais. Et surtout, c'est devenu tellement un automatisme que quand tu supprimes tes posts, le public s'attend à qu'il y ait un nouvel album. Donc potentiellement, les médias vont repartager en mode il a supprimé ses posts, il y aura un nouvel album. Donc, entre guillemets, tout le monde en a marre, mais au moins, c'est clair. Tu supprimes tes posts, il y a un album qui arrive. Donc au moins, le signal est comme. C'est du suivisme en vrai. Tout le monde fait la même chose. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait que des fois, la communication dans le rap est un peu pauvre. C'est qu'en fait, tout le monde suit ce que d'autres ont fait. Et quand tu le fais en premier, c'est stylé. Mais quand tu es le 20e, 30e, 40e à le faire, au bout d'un moment. Il y a un autre truc qui est très spécifique au rap, c'est la logique d'écosystème. La logique, et je trouve que là, pour le coup, bandes organisées ont été vraiment les premiers à schématiser, à arriver avec une vraie stratégie social media très organisée. Pardon, c'est pas fait exprès, mais ça sort comme ça. Donc, sorti de cet album, ils ont utilisé la force d'influence de l'intégralité des gens qui ont posé dessus, et tu sens qu'ils ont travaillé cette sortie très habilement. Tout le monde s'est synchronisé pour arriver très massivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors, les Marseillais ont une spécialité là-dessus. Est-ce que c'est des choses qu'on voit ailleurs, comme ça, des collectifs en fait qui font tir groupé et qui utilisent leur influence respective et leur écosystème pour booster leur truc? En fait, c'est assez rare, mais par contre, en fait, le cas bande organisée, ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt, il y a un artiste très fort et fédérateur, c'est ça qui est important, qui a porté un projet. Et il a pu, parce qu'il est impactant en termes de chiffres, etc., qu'il a un impact culturel en plus, parce qu'en vrai, aujourd'hui, comme on le sait tous, Jul, c'est Marseille, ça va au-delà même de la musique. Et aussi, il est fédérateur, tout le monde l'aime bien, il a une belle image et tout. Ça, en fait, je pense que ça s'est plus passé du truc de Jul, il a un nouveau projet.
on veut tous faire partie du nouveau projet de Jul, plutôt que venez les gars, on s'assoit autour d'une table et tous ensemble on va porter un projet. Donc c'est pour ça que je pense que c'est assez rare, parce que trouver ce profil-là de il est fédérateur, il a un vrai impact culturel et il est Et tout le monde s'aligne. et Ouais. voilà. Et c'est pourquoi c'est pas encore re-arrivé. Il y a des choses qui peuvent plus ou moins y ressembler, mais aujourd'hui je pense que c'est pas encore arrivé d'avoir un artiste qui coche toutes ces cases-là et qui peut porter un mouvement ou ce genre de choses. Et surtout, un truc purement d'organisation. Jul, pour bien organiser, il a fait un groupe WhatsApp avec tous les artistes en direct. Pas de manager, rien. Il a mis tous les artistes ensemble. Et donc, du coup, juste pour communiquer, t'es pas obligé de dire, ouais, demande au manager de dire à l'artiste de Ouais, ça. c'est Il est ça. en mode, 18h, je poste. Naturellement, tout le monde poste. Ouais. Et puis, il est archi fédérateur. Et là-dessus, t'as raison, Milan. Ça fait. Je sais pas si on a déjà eu un artiste aussi fédérateur, en tout cas dans son fief. C'est-à-dire qu'en vrai, à Marseille, Jul. C'est le maire de la ville. C'est le maire de la ville. hein. Peut-être qu'un jour, ça sera le maire de la ville. Je sais pas s'il a ces ambitions-là, mais en tout cas, il a la même puissance politique. Autre pratique très répandue, la stratégie social media en entonnoir. Voilà, la partie top of funnel, elle est en général très très léchée, très bossée. Voilà, c'est ce qu'on trouve quand on tombe sur la chaîne YouTube d'un artiste. T'as les clips, c'est ultra bossé. C'est ce qu'on trouve sur le compte Instagram, tous les posts, les reels, etc. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup de place pour l'impro à cet endroit-là. C'est un peu papier glacé, on va dire. Et puis, il y a le bottom of funnel, ce qui est au bout, la fidélisation mais hardcore fan. Et là, on sent bien que ce lien communautaire, par contre, on va travailler une autre tonalité très proche, très cracra. C'est la story faite à la volée comme ça. Salut la team et tout. Le canal Instagram avec une tonalité très différente, la vidéo faite dans la bagnole et tout. Je trouve que ça, c'est vraiment une spécificité du monde musical et particulièrement du rap. Est-ce que, du coup, plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes rap ont des formations ou du média training dédié aux réseaux sociaux ? Est-ce qu'on leur apprend à faire des face cam, à leur dire en fait, en face cam, fais-le comme ça et tout. Attention à ce que tu dis, etc. Est-ce qu'ils ont encore besoin de conseils là-dessus ou ils savent C'est moins formalisé, mais en vrai, je l'avais jamais conscientisé, mais en vrai, c'est un peu notre travail aussi, hein, cette espèce de média training. Alors, on s'assoit pas avec les artistes pour leur dire il faut que tu fasses la story comme ça, mais c'est vrai que en fait au jour le jour, nous par exemple, comme on travaille, on a un groupe WhatsApp en général avec l'artiste, et du coup dans la manière de faire du contenu on conseille dans ce sens-là. Donc je pense que c'est une forme de média training. Il y a ce truc de se dire en fait de la manière dont on gère les réseaux sociaux, et aussi une manière d'accompagner l'artiste aussi dans sa manière de gérer lui aussi. Et cette logique d'entonnoir, elle est conscientisée en stratégie chez vous ou pas ? Non, en fait, ça c'est beaucoup du mimétisme. Et limite, nous, on a plutôt tendance à dire sois plus naturel sur les contenus que tu vas voir sur ton feed, etc. Mais ça reste des artistes. Il y a ce truc de ils regardent le feed des autres. Faut que ma vitrine soit belle. Si ma vitrine est belle, Ouais. mais ça c'est aussi le même problème sur les marques. C'était le problème C'est qu'il y ce avait que à un j'allais moment. dire. Ça en débarque comme les autres en fait. C'est ça. Ouais. C'est le même problème. À un moment, Instagram, et je me rappelle avec moi j'ai discuté beaucoup avec les équipes d'Instagram France, et ils étaient en mode on veut pas, parce que c'était après c'était plus le succès de Snap à l'époque. Ils étaient en mode ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi les créateurs de contenu sur Snap ils sont naturels et sur Insta ils font des beaux contenus. Sauf que ce qui marche c'est le naturel. Nous on veut qu'ils soient naturels sur Insta aussi, mais c'est dans l'imaginaire collectif. Insta ça doit être beau. C'est la Tes vitrine. clips c'est ce que tu vas rouvrir dans 10 ans, faut que ce soit beau. Et donc les trucs qui sont temporaires, les stories, les trucs et tout, là tu peux y aller comme un bourrin. Et nous on aimerait des fois leur dire soyez un peu plus naturels. Clairement, ouais. Mais ils sont en mode ça va rester. Ça va rester, sauf quand je vais sortir un album, donc je vais tout supprimer. Mais ça va rester. Et il y a ce truc de si tout le monde fait du beau sur Insta, si moi je fais du truc naturel, je vais passer pour un plouc, même si c'est réfléchi. Tu vois, il y a la pression de la masse, quoi. Mais par contre, souvent, ce qui se passe dans la musique, ça c'est global. Hein. Ça c'est que ce soit sur la communication, sur la manière de faire de la musique, etc., etc. Il y a toujours quelqu'un qui vient un peu évangéliser les choses et qui, par sa manière de communiquer, on comprenait par exemple l'exemple de Damso, je sais plus si c'est vraiment lui, hein, mais qui a effacé ses posts, tout le monde a effacé ses posts. Là, je vois par exemple beaucoup d'artistes avec lesquels je discute depuis que Central C est arrivé. Sa manière de communiquer, sa manière de prendre des photos à l'iPhone, etc., c'est devenu le nouveau truc. Et maintenant, ils acceptent d'être plus naturels. Un peu comme Central C. Moi, je veux bien faire des photos comme ça, mais parce que Central C le fait aussi. Central C, c'est beau, il y a plein de likes et tout. Exemple. Il faut quelqu'un qui vienne évangéliser, qui vienne prouver à tout le monde par l'exemple de quand on fait ça, en fait, ça marche. Faut qu'il y ait un bench solide. Et exactement. Parce que nous, ça a été notre combat. Je me rappelle, on disait toujours aux artistes arrêtez de prendre de faire des photos en studio. Genre, c'est dans le studio photo, etc., beau et tout, avec des fonds. Ça marche pas sur Instagram. Faites-vous des photos à l'iPhone. Et avant Central C, personne nous écoutait. Intéressant. Du coup, j'aimerais qu'on parle du lien entre les rappeurs et les créateurs de contenu. Parce que depuis
quelques mois maintenant, on assiste vraiment, je trouve, à un rapprochement entre d'un côté les rappeurs et les créateurs de contenu. Avant, c'était un peu les cousins éloignés, tu vois. Par exemple, là, je parlais d'SDM, on l'a vu sur Twitch dernièrement faire du foot. Avec Amine Mathieu, qui est proche lui-même de Gazo, de Kobalade, Squeezie qui fait des vidéos avec SCH, Soso Manes qu'on a retrouvé carrément chez Popcorn avec Domingo. Je trouve ça très amusant. Qu'est-ce qui explique ces crossovers de plus en plus fréquents entre les rappeurs et les créateurs de contenu? Il y a plusieurs choses. Déjà, petit à petit, je pense que les créateurs de contenu ont commencé à ressembler de plus en plus aux rappeurs. Ils ont commencé à être des mêmes quartiers, ils ont commencé à se ressembler. Amine Mathieu, je pense qu'il a grandi avec des gens comme Gazo. Prime, il a grandi à la Courneuve comme Tiakola. C'est des choses où aujourd'hui, ils se ressemblent de plus en plus. Tout le monde voit qu'on se ressemble. En vrai, Kobalade, il est comme Squeezie, il joue à Call of. Et du coup, ces choses-là, de plus en plus, ils se rendent compte que on peut discuter ensemble. Déjà, il y a cette première chose-là. Je pense qu'il y a des choses il y a eu des personnes qui ont été de vrais accélérateurs. Je pense notamment à Pau, de chez MPC. MPC, c'est une agence RP dans le rap. Et du coup, ils ont beaucoup de gros projets. Et Pau, du coup, qui travaille chez MPC, lui, il a longtemps travaillé avec des streamers. Et je pense qu'il a permis ces ponts-là, donc des trucs très précis dont on parle. Donc dans les plans SDM, dans les plans médias, dans les plans RP, il a intégré, il a commencé à intégrer son réseau de streamers. Ouais, ok. Et du coup, oui, des exemples très précis, SDM chez Eleven All Star ou Gazo chez Amine Mathieu. Je pense qu'il a été clairement moteur de ces choses-là. Et du coup, comme on le dit depuis tout à l'heure, par l'exemple, de plus en plus, tu vois que ça fonctionne quand Gazo il y va, il se ridiculise pas, c'est cool, il se fait pas coincer comme s'il était à la télé, j'ai envie de le faire. Et surtout, les gens en parlent sur Twitter, j'ai envie de le faire. Donc par l'exemple, les gens le font de plus en plus. Et aussi parce que oui, il y a ce truc de se dire, ok, les nouveaux streamers, ils nous ressemblent. C'est des mecs qui viennent des mêmes quartiers que nous, c'est des mecs qui parlent comme nous, ils ont grandi avec les mêmes trucs, on regarde des mangas pareils, on joue aux jeux vidéo pareils, donc on peut y aller. Il y a une question de code à mort, parce qu'effectivement, la première génération de youtubeurs, les Norman, les Cyprien, en vrai, il y avait que Mr V qui était dans le délire rap. Et même aujourd'hui, quand t'as un Squeezie, en vrai, les fans d'Orelsan, il va, et je pense que quand il invite un SCH, c'est que aussi, il a cette logique de se dire, en fait, il y a d'autres types de rap qui peuvent fonctionner sur mon audience. Parce que les premiers qui ont vraiment amené ces collaborations, c'est qu'ils avaient les mêmes codes, et après, les autres ont suivi. McFly et Carlito, ils invitent Big Flo et Oli. Ils invitent pas Koba. Avant, on voyait que Big Flo et Parce que Oli. c'était une question de code. Et là, il y a beaucoup plus de créateurs qui ont les mêmes codes, qui viennent des mêmes environnements que les rappeurs, donc on les codes plus faciles. Et je pense que ceux qui sont un peu éloignés, ils finissent par les inviter en se disant, en fait, à la fin, on a la même communauté, parce que si jamais Amine Mathieu, quand il invite SCH, ça fonctionne, pourquoi moi, Squeezie, je l'inviterais pas, tu vois. Peut-être aussi que c'est une opportunité côté streamer d'élargir des clairement. audiences. Bien sûr. Clairement. Et côté rappeur aussi. C'est gagnant-gagnant, sinon ils le feraient pas. Ouais, Ils c'est sont ça. tous très calculateurs de toute manière. Et ce qui est amusant, c'est que pendant longtemps, il y avait cette ligne de démarcation très claire. C'est parce que c'était pas les mêmes gens. Ouais. C'était que tu pouvais... tu t'avais beau, par exemple, Booba Calbuzz, tu peux pas le mettre avec à l'époque, Norman Calbuzz. Aujourd'hui, c'est un bon exemple, parce qu'aujourd'hui, Booba, il parle à Péfut. Ouais. Et de manière, sur les réseaux sociaux, il dit je vais l'inviter dans mon monde, il va venir au studio avec moi, et je vais aller dans son monde, et on va faire un live ensemble. Je sais pas s'ils vont le faire, mais en tout cas, il l'a dit. Et parce que le rap est aussi plus mainstream maintenant. C'est-à-dire qu'en ça. gros, t'es Inoxtag, t'as grandi dans les années 2015, t'as grandi dans le rap en vrai. T'as écouté que ça. Après 2015, il y a que du rap. Bien sûr. Et donc peut-être que tu vas avoir une préférence plus pour Laylo, pour le coup, il met Laylo en avant. Mais à un moment ou à un autre, t'as grandi dans du rap. Que quand tu perces au début des années, quand t'as grandi de 2005-2010, le rap, c'est pas si évident. Ouais, mais donc, du coup, pendant longtemps, il y a eu deux mondes. Ouais. D'un côté, les rappeurs un peu durs et tout, qui se marrent pas trop. De l'autre côté, les geeks, un peu streamers et rigolos. Et ces deux mondes se mélangeaient pas. Là, on voit bien qu'elles se brouillent. Et on voit aussi, du coup, de plus en plus de créateurs se lancer. Ou en tout cas, imaginer des projets rap, faire des choses. Je pense à des projets sérieux, vraiment premier degré, Mr V ou Théodore, etc., qui eux arrivent vraiment au premier degré, qui veulent vraiment faire du rap. C'est pas de la parodie, ils veulent vraiment faire ça. Je suis pas juge de savoir si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas voilà. Chez le géant Webedia, qui est vraiment l'agence qui accompagne tous les créateurs de contenu, il y a même maintenant une division qui est spécialisée, j'ai appris ça, dans la production de musical rap. Est-ce que finalement, l'avenir de l'industrie musicale, elle se situe pas un peu à mi-chemin entre la création de contenu et la musique? Est-ce que c'est pas ça qui est en train de s'écrire là? Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué de dire ça. Après, c'est chaque artiste un peu son truc. Je vous ai amené jusque-là. Vous avez vu, c'est l'entonnoir. On est tout au bout de la réflexion. En fait, je pense que pour moi, un artiste, plus ça va avancer, plus ça va être une star globale. Mais ça dépend de la taille de l'artiste. Ça dépend de, typiquement, Orelsan, il peut faire des films, il peut faire des livres, il peut
peut tout faire. Parce qu'il est devenu une star et sa musique peut se diffuser de toutes les manières possibles. SCH, il peut être à la télé. SCH, Il peut être en plein de micro-formats sur TikTok dans lequel il chante pas, mais il fait. Après, c'est les envies de chacun. C'est ce que chacun a envie de faire. En vrai, même si je pense que c'est plus trop un artiste qu'on peut citer, mais Kanye West, en vrai, c'est ça un peu à la base pour moi. Tu vois, il peut être autant dans la mode que dans la musique. Hein. Et c'est intéressant comme exemple parce que de la même manière que pour les streamers, je pense que c'est toujours la même chose. Ça peut fonctionner à partir du moment où tu es compétent à un moment là-dedans. Ouais. Un minimum. Il y a un truc où je pense que sur le long terme, moi je crois vraiment à ça, hein, peut-être que j'ai une vision un peu romantique de la musique, mais je pense que sur le long terme, c'est la bonne musique qui gagne en général. Oui. Et du coup, pour que tu réussisses à faire le pont, surtout que dans la musique, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une espèce de... Il y a un truc de crédibilité. Toi, tu faisais le pont du rappeur qui devient créateur de contenu. Ou l'inverse. Ouais, moi je pense plutôt à ça. Pour le dire autrement, est-ce qu'on peut imaginer que demain, Webedia signe des rappeurs? Ah, ok, dans ce sens-là, j'avais pas compris la question. C'est pour ça, ouais. Ouais, vas-y, je continue du coup. Donc, dans ce sens-là, oui, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, un artiste qui devient créateur de contenu, ça a du sens. Ouais. Ça a clairement du sens. Et effectivement, à un moment, Webedia a voulu signer beaucoup d'artistes pour qu'ils développent leur côté créateur de contenu en parallèle du rap. La difficulté, c'est que créateur de contenu, c'est ultra exigeant en termes de régularité et en termes de temps. Et c'est pas forcément compatible avec l'emploi du temps d'un artiste. C'est pas le même flow. C'est pas le même flow. C'est trop dur. Par contre, il peut y avoir des reconversions possibles. Et pareil, par contre, je reviens sur le même argument. De la même manière qu'un streamer qui passerait musicien, un musicien qui veut devenir streamer, c'est une question de qualité de contenu. Surtout que le stream, c'est très engageant. Ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Bon, les amis, ça fait un moment qu'on parle. Moi, j'ai à peu près résolu tous les dilemmes qui étaient les miens. Je me posais beaucoup de questions, donc je vous remercie beaucoup. Un peu pour conclure, si déjà juste vous personnellement, si on est un artiste, si on a un projet musical, etc., 135 médias. Direction 135 médias, vous avez des choses à leur proposer. On l'a compris. D'un côté business, je t'accompagne jusqu'à un deal. Et de l'autre côté services, je t'accompagne sur ta communication. Hein, je résume bien. Le podcast Rap Boss. Ouais. Le livre Rap Boss aussi. Parle-nous du livre quelques minutes. Le livre Rap Boss, c'est du coup un livre qui, en gros, pour la petite histoire, je suis allé voir un producteur de musique pour l'inviter dans le podcast. Et lui, il s'était lancé dans le monde de l'édition. Il m'a dit, écoute, moi, je voulais pas qu'on se voit pour parler du podcast, mais je voulais te proposer de faire un livre sur le podcast. Donc finalement, on a fait le podcast et le livre. Et du coup, le livre, c'est 10 portraits issus de la saison 1, qui sont écrits par un journaliste qui s'appelle Nicolas Rogès, qui est très fort. Et du coup, ces portraits-là, on reprend les podcasts, mais de manière beaucoup plus storytellée, donc beaucoup plus accessible. Et en fait, moi, dans la marge, j'écris des explications sur ce qui est expliqué dans le podcast. Donc typiquement, si la personne dit à l'époque Universal ne signait plus, dans le podcast, je ne peux pas forcément dire ouais, pourquoi il ne signait plus, parce que c'est dans le flow de la discussion. Et là, je vais faire un encadré où je vais expliquer pourquoi Universal ne signait plus. Et donc du coup, à la fin, tu as un livre de 200 pages qui te permet de voir des parcours inspirants de personnes importantes de l'industrie, mais aussi de comprendre l'industrie depuis les débuts de l'industrie du rap à maintenant. Ça, c'est sur rapboss.fr. Rapboss.fr, Fnac, Amazon, en librairie. Ok, excellent. Le podcast, évidemment, saison 2 qui est lancé. Ouais, exactement. Prochain invité, je sais pas quand sortira ce podcast-là, mais le prochain invité, c'est avec l'avocate de Ninho, un des plus gros rappeurs français. Ok, excellent. Et on apprend énormément de choses sur Ninho et sur l'industrie légale du rap de manière plus globale. Passionnant. Je vous invite évidemment à écouter ça. Les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver individuellement si au terme de ces 1h30 de discussion, il y en a qui ont encore d'autres questions, c'est où le mieux pour aller vous parler? Milan, de quel côté on peut te trouver? Quelle plateforme? Moi sur Instagram, Milan 135. Milan 135, ok. Il est sur LinkedIn aussi. T'as pas dit LinkedIn? Je suis sur LinkedIn aussi. Ouais, voilà. Milan Inké sur LinkedIn. Je suis moins présent dessus, c'est pour ça. Et moi, Insta aussi. Florian, Florian 135. Okay. Parce que dans la musique, Insta, c'est un peu notre LinkedIn. Ouais. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est la partie sérieuse du game. D'accord, ok, c'est rigolo. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment très, très cool. Un grand merci. Les amis, vous écoutiez ce podcast dans une application de podcast. Vous connaissez le principe. Vous balancez les 5 étoiles, le petit commentaire qui fait plaisir. Et puis, ce podcast est produit par l'agence Supernatif. Direction les réseaux sociaux, @Supernatif. Partout où vous êtes, nous y sommes. Merci à vous tous. Merci tout le monde. Ciao. Bye bye.